Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici le sommaire. Vous suivrez le récit de l'opération de braquage qui a eu lieu hier à la mi-journée non loin de l'église Saint-Michel de Cotonou. Le directeur général adjoint du port autonome de Cotonou suspendu, passation de service à l'office du bois, on en parle aussi. Condamné hier à la prison à vie, il fut chef rebelle au sein du Front de Libération Nationale du Tchad. Libération a titré Hissène Habré, une terreur à la barre. Mais qui est en fait cet homme? Découvrez son portrait dans ce journal. En page inter, il sera question d'une vague de dossiers en justice de la Côte d'Ivoire en France. Bienvenue à tous. Une agence de transfert rapide d'agents située à 50 mètres environ de l'église Saint-Michel a été braquée hier dans l'après-midi. On fait un bilan de plusieurs millions emportés, sans blessés ni morts. Milka Laourou et Léandro Kodo, sur les traces des délinquants, nous proposent une reconstitution des faits. 4 individus à visage découvert en tenue locale ont opéré un vol à main armée auprès d'une régie financière qui propose les services d'envoi et de retrait d'argent express. Située à 50 mètres environ de l'église Saint-Michel, l'agence se trouve au rez-de-chaussée d'un hôtel 1 étoile dont les Nigériens et les Camerounais constituent la force de la clientèle. Après irruption, ces hors-la-loi se seraient fait passer pour des clients ordinaires. Un coup de maître puisqu'une somme de 10 millions de francs CFA aurait été emportée par les malfrats. Les forces de l'ordre, comme à leur habitude, étaient présents après que les forfaitistes se soient volatilisés dans la nature. Ils ont alors convoyé tout l'effectif de l'agence au commissariat central de Cotonou pour un débriefing. D'autres équipes se suppléaient, offrant un défilé de camouflés dans les alentours du dit lieu afin de recueillir des informations susceptibles d'orienter leur enquête. Les victimes, toujours dans la torpeur, ont strictement décliné les tentatives d'interview à la presse. On était assis, on ignorait ce qui se passait de l'autre côté. Ils sont repartis à 4 sur 2 motos de Mac Haoudjou, bien après que les victimes se soient plaintes. Le vendeur de bazar, Justin, l'agence de transfert rapide, a reçu un coup de crosse avant de se faire déposséder d'une somme de 10 millions de francs CFA et de ses téléphones portables, après avoir effectué un retrait d'argent. Les forces de l'ordre sont arrivées après leur départ. Les malfrats n'ont tiré ni blessé personne. Les victimes n'ont pas alerté à temps. Une fois de plus, la fébrilité des services de répression est mise à nu. Les braquages s'avèrent récurrents désormais au Bénin. Le nouveau promu à la tête de la direction du service des liaisons et de la documentation des services généraux, le commandant Pamphile Zomaou, devrait s'activer pour améliorer l'efficacité des forces de l'ordre public et épargner la population des interventions post-drame. Où et quand frapperont-ils de nouveau? Qui seront les prochaines cibles de ces actes qui visent à ébranler la quiétude du peuple béninois, réputé havre de paix en Afrique? Il y a 3 ans exactement que Boni Yayi, ancien président du Bénin, a procédé un jeudi 11 juillet 2013 au lancement officiel du projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres, un projet qui devrait aider au reboisement du Bénin. Demain, 1er juin, journée de l'arbre, la rédaction s'interroge sur l'avenir de ce projet à l'ère de la rupture. Enoch Laradi. Le Bénin compte jouer un rôle d'ambassadeur dans le cadre du respect des accords de Kyoto sur le réchauffement climatique. Et pour y parvenir, le gouvernement du docteur Thomas Boni Yayi a initié en 2013 un projet de reboisement. Au moins un arbre pour un Béninois, c'est l'objectif visé par le gouvernement à travers le projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. 3 ans après le lancement de ce projet, rien ne se fait constater dans la ville de Cotonou, mis à part quelques plantes qui peinent à pousser du sol. Un projet qui est pourtant apprécié par les acteurs climatiques de la COP21 tenue à Paris. Les citoyens béninois estiment, eux, que les politiques doivent se démarquer de ce projet et laisser les spécialistes de l'environnement sur ce projet. Une chose est de mettre en terre des plantes, une chose est de suivre l'évolution de ces plants-là. C'est si bien que le projet tel que l'allure que ça a pris, je pense que la politique s'en est saisie et ça fait que ça n'a rien donné. Donc moi je crois que rien n'est encore tard. Le projet peut être repris et repensé et laisser ça à la main des forestiers, des techniciens avec bien sûr la communauté à la base. Nous en avons entendu parler à grand renfort de publicité pendant la période électorale, pendant la pré-campagne, au cours de la campagne.
lors des élections législatives. Mais nous ne sentons pas encore les réalisations de ce projet. Nous ne savons pas si le projet est déjà à la phase opérationnelle ou pas. Parce que, il faut l'avouer, c'est un bon projet du fait du changement climatique et des ODD. Le projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres peut toutefois refaire vie à l'aide du gouvernement de Patrice Talon, si ses objectifs cadrent bien avec les réformes de la rupture. Mais à l'étape actuelle, quel bilan pouvons-nous retenir de ce projet qui a tant fait de tapage de par le monde? Les réflexions sur la journée de l'arbre devraient porter sur la renaissance du dit projet. Des nouvelles brèves à présent. Le directeur général adjoint du port autonome de Cotonou, Sabirou Soumanou Diarra, a été suspendu le 30 mai 2016 par un courrier à lui adressé par le président du conseil d'administration du port sur instruction du ministre des Infrastructures et des Transports. Les députés Janvier Yawedeou et René Bagoudou ont été élus en plénière de l'Assemblée nationale juges à la haute cour de justice, respectivement par 52 voix et 54 voix. Le challenger Guy Dosoumi Tokpe et Patrice Benonoussi n'ont réussi à obtenir respectivement que 28 voix et 22 voix. Notons qu'il y a eu 4 abstentions. Restons à l'hémicycle pour parler des députés qui seront sans garde du corps à compter de ce jour. Maître Adrien Rungwedi, président de l'institution, avait pourtant rassuré en précisant que l'article 113 du règlement intérieur a déjà tranché la question en faveur de l'Assemblée nationale quand le député Jean-Marie Alabé s'inquiétait en ces termes. Monsieur le Président, le commandant militaire de l'Assemblée nationale nous a adressé un courrier dans lequel il nous demande de renvoyer nos gardes du corps, policiers et gendarmes dans leurs corps respectifs au plus tard le 31 mai 2016 et de procéder à leur remplacement par des militaires. Suivons à présent la revue de presse que nous propose Kader Achirou. Où abrite l'événement demain. Le quotidien Le Matin nous informe que Janvier Yawedeou gagne encore la confiance des députés car il a été désigné pour siéger à la haute cour de justice. Pour Matin Libre, Bagoudou et Yawedeou à la haute cour de justice, la machine rupture n'a pas fait du 100%. L'investigateur du jour précise qu'à la haute cour de justice, Janvier Yawedeou et René Bagoudou remplacent les ministres Saka Lafia et Candide Azanaï. Le journal Matin Libre nous porte l'information selon laquelle il y a encore eu un braquage hier à Saint-Michel de Cotonou et le magot est emporté. L'Audace Info titre « Duel en perspective au sein de la Grande Muette. Jusqu'à quand le désordre va-t-il régner à la police nationale ?» Pour le journal, le ministre Saka Lafia a montré son incapacité à gérer les faux galons qui agitent l'opinion. À la une du quotidien Le Matin, la question du mandat unique divise le Bénin. Les pharaons traitent la proposition de mandat unique comme une réforme à l'épreuve de contestation juridique et politique. Communal Info titre Passation de charge, Clément Kouchadé laisse une direction de l'ONAB rayonnante. Agathe Atiou épouse Roussou, désormais DGPA intérim. Pour la nouvelle génération, Agathe Atiou épouse Roussou est la directrice générale par intérim de l'ONAB pour poursuivre les judicieuses et précieuses réformes de Kouchadé. Après avoir mené ces investigations, Communal Info nous fait savoir que tous les travailleurs de la société STTB sont déclarés à la CNSS. Pour le Canard, ils perçoivent régulièrement leur salaire. Le journal trouve vaines les polémiques autour des traitements des agents. Le Potentiel fait savoir que la décision relative au retrait des gardes du corps policier aux députés entre dans sa phase active ce jour. Coup d'œil relaye, conflit de domaine de compétences dans la commune d'Abomey-Calavi. Le chef quartier de Tokpa-Zungo Sud bafoue l'autorité de Georges Bada. À en croire les pharaons, au sujet de la gestion de la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada est en panne d'initiative. À la manchette de Matin Libre, accès des populations de Parakou à l'eau potable. Le quotidien s'interroge pourquoi le gouvernement Talon ne signe pas le second accord avec la BOAD. L'investigateur du jour poursuit et parle de blocage du projet Parakou Eau 2045. Le journal relaye l'interrogation des Paraquois. Qu'est-ce qui bloque les projets de développement
engagé au profit de la ville par le régime défunt. Le coopérant, quant à lui, renchérit en publiant « Blocage de tous les projets de développement depuis le 6 avril 2016 ». Les populations de Parakou vivent le calvaire sous la rupture. Après le retrait du scanner à l'aéroport de Tourou et la tentative d'annulation du financement de la traversée urbaine de Parakou, le gouvernement bloque le projet Parakou Eau 2045. À la suite d'un constat révélant l'état dégradant de la route de l'esclave, le potentiel pense que cette infrastructure est une honte nationale. Sport pour finir, Coup d'œil nous apporte l'information selon laquelle, au sujet de la rupture de son contrat par la Fédération béninoise de football, le Bénin est condamné à payer plus de 100 millions de francs CFA à Didier Olé-Nicole. L'Alliance parti politique Union fait la Nation a effectué dimanche au Champ d'Oiseaux de Cotonou une journée de réflexion sur la restructuration de l'Union. Une séance de travail qui a connu la présence de tous les acteurs de l'Alliance venus de divers horizons. Suivez un extrait des grandes résolutions issues de la journée de réflexion visant à élargir et consolider l'Union fait la Nation pour un Bénin uni et mieux géré avec Kadé Achirou. Au terme des débats, les forces vives de l'Union fait la Nation ont exprimé librement leur avis et ont ainsi formulé des recommandations sur les différentes questions débattues au sein des panels. Ainsi, sur la question de l'organisation, du fonctionnement de l'Alliance et de ses structures décentralisées, les participants recommandent de faire de l'Union fait la Nation un parti politique, ce qui entraîne la disparition de fait des patrimoines des partis membres de l'Alliance. Renforcer les recrutements des adhérents à l'Union fait la Nation en mettant un accent particulier sur les zones non couvertes. Mettre en place un système d'information et de communication de l'Union fait la Nation. Mettre en place un répertoire sur les militants de l'Union fait la Nation. Identifier systématiquement tous les membres de l'Union fait la Nation sans tenir compte de leur parti d'origine. Instituer une cotisation des membres. Sur la question relative aux perspectives de regroupement en tant qu'alliance de partis ou de partis politiques à l'ère des réformes du système partisan et du code électoral, les militants présents à la présente journée recommandent l'ouverture d'un registre d'enregistrement des membres de l'Union fait la Nation avec délivrance des cartes d'adhésion, la définition des critères clairs d'adhésion à l'Union fait la Nation, la définition d'un chronogramme et la mise en place d'un comité préparatoire du congrès constitutif du parti 1 pour au plus tard décembre 2016. La définition d'une idéologie politique claire du parti 1. Et enfin, l'élection effective des différents membres des structures de l'Union fait la Nation lors du congrès constitutif. Déjà condamné en mars 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, l'épouse de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, 66 ans, déjà incarcérée à Abidjan, a comparu une nouvelle fois ce jour devant la justice. Elle est accusée de crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles. Lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Principale information à retrouver dans cette page inter que nous proposent Milka Laourou et Sylvie Kounapou. Hors du Bénin ce jour, c'est une file d'affaires à la justice qui ouvre avec succession cette page inter. Commençons déjà par la Côte d'Ivoire où le deuxième procès en assises pour Simone Gbagbo débute ce mardi 31 mai à Abidjan. Après avoir été condamné une première fois il y a 1 an à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ex-première dame comparaît à nouveau pour répondre des chefs de crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles, commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Avant même son ouverture, ce procès est déjà critiqué
critiqué. Outre le fait que la CPI réclame toujours Simone Gbagbo, les partis civils remettent en cause la crédibilité de la procédure et la défense y voit un procès politique. De la Cour d'assises de la Côte d'Ivoire, celle du Sénégal où le verdict rendu à Dakar lundi 30 mai 2016 est sans équivoque. Les chambres africaines extraordinaires ont condamné l'ex-président tchadien Hissène Habré à la prison à vie. Un procès historique que tous les internautes du continent ont pu suivre et commenter en direct sur Internet et les réseaux sociaux. Du Sénégal, rendons-nous en RDC où 8 personnes ont été interpellées et entendues hier par la justice dans l'affaire Katumbi. Arrêtés il y a plus d'un mois, ils sont accusés d'être des mercenaires par les autorités. L'audition se faisait alors que Moïse Katumbi est en Europe pour se faire soigné. Le footballeur Serge Aurier a été placé en garde à vue tôt ce matin au commissariat du 8e arrondissement à Paris. Le défenseur du club Paris Saint-Germain aurait porté un coup de coude au thorax d'un policier. Âgé de 23 ans, Serge Aurier avait insulté il y a quelques mois son entraîneur Laurent Blanc sur le réseau social Periscope. Achevons ce journal par un récit sur Hissène Habré. Hissène Habré, ancien président tchadien condamné à la prison à vie hier, est né le 13 août 1942 à Faya. Il fut membre du peuple Goran ou Toubou du clan Anakaza. Il a été président de la République du Tchad de 1982 à 1990. Voici un récit sur l'homme. L'ex-président tchadien fait la une des journaux depuis sa condamnation à perpétuité. Il est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, d'actes de torture et de viol. Né le 13 août 1942 et tchadien de nationalité, Hissène Habré est d'appartenance Peul du peuple des Goran. Ayant grandi dans le désert du Djourab, au milieu des bergers nomades, il devient sous-préfet grâce à ses instituteurs. En 1963, Habré a étudié en France à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il a aussi fait des études en droit et a fréquenté l'Institut d'études politiques. Après ses études, il repart au Tchad en 1972, rejoint le Front de libération nationale du Tchad et fonde les Forces armées nationales du Tchad. Entre 1974 et 1977, il a été responsable de la détention de plusieurs ressortissants européens et commandité l'exécution sommaire du commandant Galopin envoyé par le gouvernement français pour négocier leur libération. En août 1978, il est nommé Premier ministre par le président de la République, le général Félix Maloum. Hissène Habré est fondateur du Conseil de commandement des Forces armées du Nord, devenu Forces armées du Nord. Du poste de chef des Forces armées du Nord, il devient président du Tchad après avoir renversé Goukouni Ouédéi le 7 juin 1982. Il partage son quotidien entre ses deux résidences en compagnie de sa première épouse, ancienne journaliste à la télévision tchadienne. Merci de votre attention et prenez les prochains rendez-vous du JT sur Esaü TV et bonsoir.